c'est un ouvrage qui est né avant tout de l'amitié, parce que j'ai longtemps servi avec le petit-fils du canonnier de Loing, qui est devenu maintenant un vieux major du matériel, et un jour il m'a apporté le journal de son grand-père, qui était en réalité un assemblage de feuilles dactylographiées que l'on se transmettait dans la famille. Et c'était plus un carnet de voyage militaire d'un conscrit de l'Ain au tournant du 19e et du 20e siècle qu'un véritable carnet de guerre. C'était court, ce n'était pas du tout littéraire. Le canonnier de Loing avait son certificat d'études et puis rien d'autre. Et il n'y avait pas le recul philosophique ou le recul culturel qu'on peut trouver dans des exemples comme les 100 jours de Pékin, de Loti, bien évidemment. Mais quand on le lisait, on s'apercevait que c'était vraiment du document brut, avec l'approche d'une civilisation qui était inconnue pour un conscrit, avec finalement toute la vie d'une expédition multinationale qui est totalement oubliée de nos jours. Et puis c'était aussi toute la vie quotidienne d'un corps expéditionnaire vécu par un soldat de la base, alors qu'on n'avait pas réellement eu de véritables opérations multinationales jusqu'alors. Les seules grandes opérations multinationales, ça avait été la Crète en 1898, ça avait été la campagne de Chine franco-britannique, mais là, on se trouvait avec des Français, des Anglais, des Italiens, des Autrichiens, des Japonais, des Russes, des Allemands et des Américains. Sauf que les Allemands n'avaient pas voulu des Belges. Bon. Au final, j'ai lu ça. Et puis, ça m'a pris 10 ans pour arriver à trouver toutes les notes infrapaginales. Je l'avoue tout de suite, ça n'était pas ma priorité, donc je le faisais, je dirais presque à temps perdu, ou quand tout à coup j'avais une idée qui arrivait, et j'ai trouvé beaucoup de documents au service historique de la Défense, j'en ai trouvé au Val-de-Grâce, j'en ai trouvé aux manuscrits occidentaux à la Bibliothèque nationale, et j'en ai trouvé dans les séries diplomatiques des archives nationales. J'en ai trouvé également au SHD dans tout ce qui était le conseil de la guerre de l'époque, la série 7N et autres. Alors, à partir de là, j'ai décidé de donner les clés d'une expédition militaire. Et il fallait présenter dans un premier temps la Chine telle qu'on l'a oubliée. On est à la fin de la dynastie mandchoue. En 1911, Sun Yat-sen va être à la tête d'une nouvelle république. On a un choc de civilisation. La Chine peine à adopter les technologies occidentales. Elle n'arrive pas à faire ce tournant de la modernisation ou de la modernité comme le Japon à partir de l'ère Meiji. Elle est engluée par sa masse, elle est engluée par ses traditions, par la corruption, et à partir de la mi-19e, à partir de 1852-54, c'est vraiment le début des traités inégaux avec les premières guerres de l'opium, et surtout cette espèce de Chine traditionnelle qui s'enfonce, qui est pillée, parce que depuis la fin de la colonisation, depuis le congrès de Berlin de 1878, les puissances colonisatrices se sont plus ou moins réparties les parts de gâteau, et la Chine ne peut pas être démembrée parce que personne n'est capable d'aller récupérer des territoires et s'y installer. Donc on va la laisser en l'état, mais en essayant de lui imposer des avantages économiques pour les puissances hautement technologiques, des désavantages économiques pour elles, en termes de commerce, en termes de chemin de fer,
en termes de mainmise sur les douanes, et petit à petit, à partir de 1870, puis surtout 1890, on a tout le problème des concessions, qui sont finalement l'imposition de zones extraterritoriales sur un territoire national. Alors, plus je pénétrais dans cette histoire, plus je m'intéressais aux ouvrages qui ont été écrits sur la Chine, et j'ai trouvé une source qui était très intéressante pour l'époque, c'était la Revue des Deux Mondes. Parce qu'il y avait des articles dans l'illustration, mais ils ne sont pas très scientifiques. Dans la Revue des Deux Mondes, on avait des chiffres, on avait des études, et de la même façon, il y avait un certain nombre de revues d'histoire maritime ou de revues de géopolitique maritime, puisqu'à l'époque, on commence vraiment à s'intéresser à ce qui va devenir la géopolitique, et parfois des revues britanniques. Du coup, j'ai pu établir un peu ce que pouvait être cette Chine de la fin du 19e. J'ai eu la chance également de pouvoir regarder les dossiers du général Damad, qui était capitaine à l'époque, et qui a laissé toute une série de dossiers photographiques au CIRPA. Et ça a été un des rares officiers occidentaux à se déplacer en Chine habillé en chinois, mais en sampan et tout. Il a laissé des petits carnets, il a laissé des photos qui sont tout à fait révélatrices. Derrière, il y avait aussi toute la question de la rivalité des puissances plus développées. Alors, avec des finalités très différentes. Le Japon et la Russie sont déjà en concurrence, ça va déboucher sur la guerre russo-japonaise, mais ils sont en concurrence en Chine, notamment par rapport à la Mandchourie, des concurrences territoriales. Les pays européens comme le Royaume-Uni, qui a Kowloon et Hong Kong, et puis la France, qui a quelques concessions, mais qui a l'Indochine derrière, sont intéressés par la Chine. L'Italie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie sont intéressées, mais à un moindre titre. Pour elles, c'est une façon de montrer qu'elles sont des nations de premier plan si elles participent à ces rivalités. Ça m'a beaucoup rappelé ce que disait le chef du bureau de liaison de la France. On ne parlait pas d'ambassadeur au Kosovo. Quand tu lui avais demandé « On est là pourquoi, monsieur l'ambassadeur ?» « On est là parce que les autres y sont. » Bon, à part ça, il n'y avait pas de visibilité. C'est un peu ça pour l'Autriche-Hongrie. Et par contre, l'Allemagne n'a pas voulu de la Belgique, qui elle avait des intérêts économiques là-dedans, dans cette expédition internationale. Pourquoi ? Parce que justement, elle était déjà en rivalité sur d'autres points avec la Belgique. Et puis, il y a les États-Unis. Alors, les États-Unis qui, eux, défendent le principe de la porte ouverte, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de traités inégaux. On est dans le libéralisme, mais on est déjà dans ces États-Unis qui commencent à s'implanter dans sur le monde international. On est après la guerre hispano-américaine 1898, on commence déjà à voir poindre une autre façon de concevoir la place des États-Unis dans le monde. Et puis les États-Unis, qui sont aussi une ancienne colonie, qui ne veulent pas qu'on parle de colonie, qui sont pour la porte ouverte, comme je vous l'ai dit. Alors l'explosion dans tout ça, c'est la révolte des Boxers au printemps et à l'été 1900. Alors les Boxers, c'est une mauvaise traduction de la secte du poing sacré. En réalité, ça fait partie de toutes ces sectes nationalistes qui se transforment en sociétés secrètes, mais qui sont des patriotes, qui veulent chasser l'étranger de leur pays. Ça se marque par l'attaque de concessions, ça se marque par l'attaque de missions, parce que les missionnaires jouent un grand rôle. Ils sont destructeurs de la civilisation chinoise traditionnelle. Et ça se marque par le siège des concessions, c'est-à-dire et aussi du quartier des légations, des ambassades, puisqu'on ne parle pas vraiment d'ambassade, à Canton et à Pékin. Ça donnera les 55 jours de Pékin. Voilà.
Débarquement d'urgence de compagnies et de marins des flottes occidentales qui croisaient dans le golfe du Petchili. On délivre en juillet-août 1900 les légations. La crise, en fait, c'est juin, juillet, août 1900. À la mi-août 1900, le gouvernement chinois de l'impératrice Tsui a décidé officiellement de lutter contre les Boxers. L'ordre peut revenir et on va parler des conditions de paix. Et c'est là qu'intervient quelque chose qui n'est pas connu, le fameux corps expéditionnaire. On n'avait jamais pensé que l'affaire allait se régler aussi rapidement. On avait donc mobilisé un corps expéditionnaire. Mais derrière le corps expéditionnaire, c'était une façon de montrer qu'on était des puissances. Donc le corps expéditionnaire allemand va être très important, le corps expéditionnaire autrichien, ça sera 500 personnes, pas plus. Et ce corps expéditionnaire commence à débarquer à la mi-septembre, début octobre. C'est là qu'on voit Pierre Loti, parce qu'à l'époque, il est chef d'état-major de l'amiral commandant l'escadre française en Chine. Et on ne débarque pas n'importe où, la Chine c'est trop vaste pour être pris. Donc on a décidé de débarquer dans la province du Petchili, c'est-à-dire la province qui permet de gagner Pékin tout de suite, la province de Pékin. Derrière, il y a en quelque sorte une visée stratégique qui est héritée finalement de la campagne des Anglais contre les derniers madistes en 1898 à Endurement, lorsqu'ils ont écrasé les troupes du Mahdi en utilisant la puissance de feu des canonnières sur le fleuve. Ben là on se dit on va faire quelque chose à une échelle plus grande, on aura les croiseurs, on aura les cuirassés qui seront là en appui-feu, on est à moins de 200 km de l'objectif Pékin, donc on pourra toujours rapatrier les troupes avec l'appui-feu des navires. Et on met en place ce corps expéditionnaire, c'est une véritable opération de stabilisation. Mais c'est très différent de ce qu'on appelle de nos jours la stabilisation, le peacekeeping, le peacemaking. En fait, il s'agit d'avoir une force de coercition vis-à-vis des Boxers et aussi un levier propre à pousser l'empereur de Chine, en réalité sa mère, Tsui, a négocié des traités encore plus inégaux, de bonnes indemnités de guerre. Et là, on est dans ce qu'on pourrait appeler une coalition molle sur un plan stratégique. Molle parce qu'il n'y a pas de chef. Quand on voit la marche vers Pékin, chaque contingent s'efforce d'arriver le premier. Il y a plus de, c'est un peu la course en avant. S'il y avait eu une résistance réelle en face, on courait à la catastrophe. Mais le différentiel technologique est tel que ça se passe sans trop de dégâts. En plus, les coalisés vont faire la paix, mais avec des timings différents. Certains vont passer des accords plutôt que d'autres, parce qu'ils obtiennent les avantages qu'ils voulaient. Et dans tout ça, qui est mon héros ? Il s'appelle François Deloin, c'est un jeune paysan de l'Ain qui a été bon pour le service en 1898, certificat d'études primaires, donc une certaine instruction pour l'époque. Il a une autre particularité, physiquement, il fait près de 2 mètres et il est extrêmement costaud. Il est capable de porter un sac de 150 kg sur ses épaules, de la batteuse au grenier de la ferme, c'est-à-dire sur plus de 150 mètres. Il est à l'époque à Besançon. Il vit la vie de l'armée de la Troisième République, cette vie d'une armée de conscription où la discipline finalement est une discipline relativement paternelle. On a des citoyens en face de soi. Il y a des punitions bien sûr, mais ce n'est pas non plus courteline. Et il se prend de bec avec un adjudant et puis il se porte volontaire un peu sur un coup de tête. Et finalement,
il se dit qu'il va faire un joli voyage aux frais de la République. Il va découvrir des choses qu'il n'aurait jamais l'occasion de voir. Et il part. Comme il est artilleur, on va le laisser dans sa spécialité. Il rend ses galons de brigadier, donc petit gradé. Il part comme canonnier de 2e classe et on le met dans une compagnie d'approvisionnement de munitions. Alors ça nous pose déjà un problème, il faut qu'il apprenne à se servir des mulets. Parce qu'on a beaucoup pensé dans cette campagne de Chine aux problèmes logistiques. Et on avait prévu d'acheter des chevaux chinois, d'acheter des chevaux indo-chinois et d'amener aussi des mulets. On amenait très peu de chevaux de France. Bon, il traverse toute la France jusqu'à Marseille, il voit son premier sous-marin. Et puis il a embarqué, alors il raconte tout en détail. Lui, quand il est parti en voyage, en quelque sorte, les seuls frais qu'il a fait ont été une ceinture de voyage où on peut, avec des poches, un carnet et un crayon pour raconter ses souvenirs. Et c'est tout. Et puis il vit la traversée. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux détails qu'il donnait. Parce qu'il est toujours très elliptique. Derrière, j'ai essayé de retrouver tout ce que disaient les règlements de l'époque, la ration que l'on donnait aux soldats en voyage, comment on avait résolu le problème des tenues, comment on avait résolu le problème des transports. L'armée française à l'époque n'a pas de capacité logistique à long rayon d'action. Maintenant non plus d'ailleurs. Mais à ce moment-là, on a loué des paquebots aux messageries maritimes à Marseille et on a mis les soldats avec les mulets en 3e classe dans les paquebots et ils ont fait tout le voyage en passant par Suez. Il explique son pactage, il explique l'entraînement, les rapports humains qui se créent petit à petit tout au long du voyage. Et derrière, il y a toute cette expédition. On s'aperçoit que rien n'a été laissé au hasard. Bien sûr, on a loué des paquebots, mais on n'a pas d'improvisation. On a pensé à tous les détails. Par exemple, dans les soutes de l'expédition, on a des appareils pour purifier l'eau. On a pensé à l'expédition de Madagascar en 1895 qui avait coûté énormément de vies humaines parce qu'on n'avait pas fait attention suffisamment à l'arrière-plan sanitaire. Mais on a pensé aussi à réfléchir, je dirais, à l'hygiène individuelle et on a doté tous les soldats d'une ceinture. Alors il y a tout un rapport, est-ce qu'on met une ceinture de laine, est-ce qu'on met une ceinture de flanelle, on a pensé à les doter de casques coloniaux, ils arriveront trop tard, donc on va leur donner des chapeaux de paille, etc. Mais vous voyez, tout est pensé. Et puis on a voulu faire participer tout le monde. Donc on a mis en place une brigade. À l'époque, on parle d'infanterie coloniale, c'est le moment où on est en train de faire le passage de l'infanterie de marine à l'infanterie coloniale, l'année 1900. On a récupéré des troupes d'Indochine, on en fait venir de France, parce que l'infanterie coloniale se sont désengagés, c'est l'armée de métier de la Troisième République, et puis on a fait appel à l'armée d'Afrique. On va mettre en place 2 bataillons de zouaves, un régiment provisoire. On ne ponctionne pas les régiments de l'ordre de bataille. On demande des volontaires et on constitue des bataillons de marche pour ne pas dégarnir l'ordre de bataille de l'armée française face à l'Italie et face à l'Allemagne à l'époque. On a fait appel à l'armée métropolitaine et on a créé comme ça une division avec une brigade d'infanterie marine et d'armée d'Afrique, une brigade d'infanterie coloniale, d'infanterie métropolitaine et autres. Et il débarque, alors, au départ, il est perdu, il ne parle aucune langue étrangère, il y a un mélange de soldats de tous les contingents,
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil des pages, parce qu'il va rester en Chine pratiquement de fin septembre, début octobre jusqu'à juin 1901, au fil des pages, on s'aperçoit que les gens du corps expéditionnaire se reconnaissent toujours comme soldats français ou allemands, mais que l'hostilité entre eux a tendance à disparaître. Ils sont ceux du corps expéditionnaire face aux habitants, aux indigènes. Au départ, quand ils voient les Allemands, il n'y a qu'une envie, c'est de leur taper dessus. Après, à la fin, ils sont devenus, non pas des amis, mais ce sont des gens de la même grande entité. Il y a une diminution progressive des haines européennes, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de continuer à s'espionner entre contingents. Il y a des ordres du contingent français, mais c'est pareil dans les autres contingents, qui disent de bien regarder toutes les innovations que l'on voit dans les autres contingents, de façon à pouvoir faire des rapports, ce que les Japonais et les touristes japonais appelleraient maintenant des rapports d'étonnement, etc. Et puis, il y a l'organisation de ce corps expéditionnaire. On s'est cantonné à la province de Pékin, du Petchili, avec des troupes de tous les contingents autour de Pékin. Mais ensuite, on s'est un peu réparti et on a intérêt à surveiller surtout les lignes de chemin de fer et les canaux. On utilise de plus en plus de personnels locaux. Donc, apprentissage de quelques mots simples pour arriver à se faire comprendre. On adapte partiellement les uniformes parce qu'ils s'usent. Donc, les gendarmes, par exemple, vont prendre un uniforme bleu de toile locale sur lesquels on va coudre les attributs de grade et les insignes. Les troupes françaises seront dotées uniformément du béret de chasseur alpin, de la tarte, quelle que soit leur origine, parce qu'il fait froid en Chine en hiver, donc on les met là. Et c'est le quotidien, les patrouilles. Les convois, alors les patrouilles ne sont pas non plus énormes. On en voit de loin patrouiller avec 4 ou 5 soldats, parce qu'on lui a redonné ses galons de brigadier. Alors, là aussi, il y a une particularité. Quand on regarde son livret militaire, il ne récupérera ses galons de brigadier qu'au retour en France. Mais en réalité, il est brigadier, il fait fonction de brigadier. Voilà. Et tout le monde l'appelle brigadier. On lui donne le commandement d'un convoi de jonques. Le convoi de jonques est attaqué. De loin, il se défend. Il n'a jamais le moindre état d'âme. Pardon. C'est un très bon soldat. Il est attaqué, il applique les consignes, il tire, il sait qu'il va être pris. Alors il commence à se dire je vais faire sauter ma jonque qui est pleine de poudre parce qu'ils ne mourront pas vivants. Ils ont peur de tomber vivants aux mains des boxers par peur d'être torturés. Et puis au dernier moment, il a l'idée. Il voit que le courant est fort. Ils avaient amarré la jonque pour la nuit. Il prend une hache, il coupe les amarres et tout le convoi va gagner le lit du fleuve et ils s'en sortent comme ça. Bon, une autre fois, il est attaqué par un groupe de boxeurs. Il se réfugie derrière un tombeau, il résiste et ils arrivent à les mettre en fuite. Il sort en ville. Il estime qu'il n'a rien à craindre, donc il n'a pas pris son mousqueton, il a juste son pistolet. Il est attaqué, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort le pistolet, il tue 2 assaillants, il fonce dans le tas, il passe en force. Voilà. Et puis, sur la fin, il participera à la grande colonne du Shanxi, c'est-à-dire à une immense opération d'intimidation qui a pour but de repousser les boxers hors de la limite des tombeaux impériaux et des murailles, de la Grande Muraille, et de repasser la souveraineté officiellement à l'armée chinoise. Alors, de loin, c'est un soldat qui ne comprend pas les fondements de cette civilisation, mais qui a une énorme
capacité d'improvisation sur le moment, qui est ambivalent. Il admire les paysans chinois. C'est un paysan, il s'intéresse à la culture. Il n'a pas d'état d'âme au combat, mais il apprend à goûter cette civilisation, il apprend à goûter le thé. Et puis, derrière, c'est aussi tous les petits réseaux qui se tissent entre les soldats, les petits réseaux d'amitié. Il rencontre par hasard le cuisinier de son général. Ce cuisinier est natif pratiquement de sa région. Ils sont nés à 2 villages de distance. Le cuisinier l'invite à déjeuner plusieurs fois. Et le cuisinier n'hésite pas, avec la permission du général, à servir une bouteille de champagne à la fin. Ce sont les amitiés qui se créent et qui disparaissent aussi vite parce que le groupe se disloque au bout de 3 semaines ou 1 mois. On a très peu de témoignages de simples soldats sur cette campagne. J'en ai recensé 3. Il y a quelques pages qui ont été écrites par un autre artilleur qui ont fait l'objet d'une publication, mais d'un tout petit carnet d'une 20aine de pages, qui était d'ailleurs un carnet où on essayait de montrer que c'était du colonialisme très vilain. On n'avait pas du tout dans les notes infrapaginales pris la dimension scientifique de la chose. On a les souvenirs d'Henri Ravenot, mais Henri Ravenot a une autre particularité. Lui, c'est un marsouin, un soldat de l'infanterie de marine, soldat de métier. Il va donc raconter ses souvenirs en Chine, mais aussi en Indochine. La campagne de Chine, ça prend 20 pages, pas plus. Et puis on a les souvenirs du caporal Léon Silbermann. Mais le caporal Léon Silbermann, c'est des souvenirs qui partent pratiquement de 1870-1880 et qui finissent après justement la campagne de Chine. Donc, et c'est pas du tout la même approche. De loin est un jeune conscrit, c'est sa première expérience en opération extérieure. Silbermann, lui, il en a fait un certain nombre, il sait comment ça fonctionne. Sinon, on a les témoignages des officiers, mais souvent ce sont des témoignages qui portent essentiellement sur la période des combats entre juin et août 1900, ou alors des témoignages à haut niveau, le général Bayou, le colonel commandant l'artillerie, ou comme dans le cas de Loti, le chef d'état-major de la flotte en Chine. On n'est pas du tout dans la même approche de l'événement. Lui, de loin, quand il visite Pékin, il s'extasie devant le pont de marbre de la cité interdite. Il dit, on appelle ça le peppermint aussi, mais il ne sait pas que c'est un terme qui est arrivé par le biais des Américains, etc. Et finalement, qu'est-ce que j'en ai retiré ? Déjà, pour moi, ça a été une véritable plongée dans un monde qui était totalement oublié. Et l'avantage en essayant d'en faire un véritable petit ouvrage de micro-histoire, c'est de retrouver la valeur de la micro-histoire telle qu'on l'a toujours mise en avant, c'est-à-dire confronter les grandes théories, les grands événements à la pratique quotidienne. C'est à ça que ça sert la micro-histoire. Et puis, d'un point de vue, je dirais, plus historique, je me suis rendu compte que ce corps expéditionnaire qui est si mal connu, qui ne cesse d'évoluer dans ses effectifs, parce qu'il y a des contingents qui partent, d'autres qui sont renforcés, d'autres qui prennent un autre emplacement, comme les Russes qui se focalisent sur la Mandchourie, ça a vraiment été le bras armé destiné à imposer une paix fructueuse. Fructueuse, c'est la dernière grande manifestation d'une Europe dominante avant la guerre de 14. Inversement, ça a été la pire époque de la Chine moderne. Les nationalistes chinois ont toujours pensé à cette occupation de la Chine, parce qu'il n'y avait pas eu occupation, il y avait eu débarquement
débarquement des troupes franco-britanniques pour le premier sac de Pékin, le sac du Palais d'été. Il y avait eu des concessions, mais il n'y a pas eu pendant plusieurs mois au Pays de Chili près de 100 000 hommes, 100 000 étrangers. Et lorsque Mao va prendre le pouvoir, son premier grand discours de dirigeant de la nouvelle Chine, c'est à la place Tiananmen, la place de la paix céleste, c'est plus jamais nous ne serons sous le joug des étrangers. Et nationalistes ou communistes, ils sont tous d'accord, on ne va pas revivre ça. Et quelque part, c'est vrai que ce corps expéditionnaire va être le point de départ de la présence armée de contingents occidentaux, français et allemands et anglais, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a des troupes à Canton, et puis après on va tout rapatrier sur Shanghai, sur la concession internationale. Et enfin, quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est que ce conflit, un peu comme la Deuxième Guerre d'Irak, a été un champ d'expérimentation de nouvelles armes. On a vu apparaître dans les équipements des différents contingents les tout derniers fusils. On va les utiliser et c'est amusant. De loin, les compare ces fusils parce qu'il y a des fois des patrouilles mixtes ou autres, et ils racontent le fusil allemand est très très bien, c'est le Mauser de la guerre de 14. Notre baïonnette, nous, elle nous pose un problème parce que quand on l'enfonce dans le ventre d'un adversaire, pour la retirer c'est très compliqué, il faut mettre le pied dessus, c'est pas facile. Le 75 a été utilisé réellement pour la première fois avec les nouveaux obus, l'explosif high-tech, la mélinite, à l'occasion de la marche sur le Shenxi. On a utilisé aussi, grandeur nature, la TSF. On a pu mettre en place des liaisons entre les cuirassés en rade et les postes de commandement qui se trouvaient pratiquement à la sortie de Pékin. Et au final, c'est très bizarre, c'est un monde moderne, proche, on a tous les éléments de la modernité dans cet ouvrage, et aussi très lointain. Ils ne fonctionnent pas du tout comme nous, nos ancêtres, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas le SMS, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas les portables. Donc quand ils sont loin, leur seul lien, c'est le courrier. Et le courrier a une importance énorme. De loin pense, par exemple, à se faire photographier pour envoyer des photos à la famille. Et en même temps, il y a la mise en place d'une véritable... je dirais d'une vie militaire qui se surajoute à la vie chinoise traditionnelle. On a à Takou, qui est une des grandes bases du corps expéditionnaire international, on a toute une rue qui est consacrée aux maisons athées, c'est-à-dire aux maisons de plaisir, avec les patrouilles mixtes qui y passent et les rixes entre contingents de nationalités diverses qui ont fait parfois des morts, etc. On est presque dans quelque chose qu'on va retrouver de nos jours quand il y aura les expéditions internationales dans l'ex-Yougoslavie, avec les grandes bases internationales. Vous voyez, c'est très moderne et toutes ces inventions sont décalées. Ça m'a fait penser par moments un peu aux Brigades du Tigre. Voilà, j'en ai terminé, j'ai essayé de vous brosser le plus simplement possible ce qu'était cet ouvrage. J'ai essayé d'en faire vraiment une micro-histoire pour qu'on puisse saisir ce que pouvait être la réalité un peu de l'armée française à cette époque, en retrouvant par exemple les comptines que les soldats apprenaient pour mémoriser les sonneries de clairon.
puisque on avait une dizaine de sonneries dans la journée, donc chaque sonnerie faisait l'objet d'une comptine très facile à retenir, de façon à ce que les jeunes apprennent ceci. J'ai réussi comme ça à en retrouver un certain nombre. J'essaye de vous mettre ça. La sonnerie aux élèves trompettes. Ce n'est pas à l'école qu'on attrape la rougeole, ce n'est pas à l'église qu'on attrape la jaunisse. La fin du travail. Un brigadier, c'est une légume, ça boit, ça mange, ça chie, ça fume, ça ne sait même pas signer son nom, c'est bête comme un cochon, etc. Et derrière, j'ai essayé aussi de mettre quelque chose qui était important. J'ai pris la peine de mettre les 3 transcriptions romanisées des signes chinois. Le Wade, l'Eféo qui était le sigle officiel, enfin l'école officielle des françaises dans les années 1900, et le pinyin, etc. Plus à partir des mots locaux que Deloin avait retranscrits de façon écorchée, j'ai pu reconstituer pratiquement l'ensemble des termes géographiques en me servant de cette concordance et en me servant de la seule carte qui a réellement été tirée de cette campagne de Chine. C'est une carte allemande par un géographe qui s'appelait, on ne l'invente pas, von Richthofen, et dont on a les exemplaires, les 3 exemplaires à échelles diverses, à la bibliothèque de l'école militaire à Paris. Voilà. Je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions. Vous avez évoqué tout à l'heure les différentes nationalités présentes sur le sol chinois à cette époque-là. Vous n'avez pas nommé le Portugal. Alors, le Portugal avait Macao. Absolument, mais le Portugal n'a pas envoyé de contingent dans ce corps expéditionnaire. Alors qu'effectivement, il était tout aussi légitime que les Anglais ou les Français à intervenir. Je ne me rappelle plus, je me rappelle Macao, il y avait d'autres comptoirs, d'autres... Oui, c'est... mais... les autres noms. Moi non plus. En fait, je n'ai pas signalé le Portugal parce qu'il n'apparaît jamais dans les effectifs du corps expéditionnaire. Voilà. Est-ce que la métropole n'est pas déjà rentrée dans la phase d'instabilité qu'elle va connaître à 1905-10 le Portugal du début du XXe siècle, c'est une bouilloire. Hein. Oui, je pense qu'il faut le lire un peu comme ça. De la même façon, en réalité, on s'aperçoit que dans les contingents, ce sont les grandes puissances européennes qui utilisent quelque part cette affaire pour sauvegarder des intérêts qui s'inscrivent déjà dans leur jeu géopolitique. On est en 1900, 1901, on va bientôt avoir le problème entre l'Allemagne et la France vis-à-vis du Maroc, on aura le problème russo-japonais un peu plus tard, et c'est à la fois cette Europe qui tente de donner une image unie, parce que derrière il y a les intérêts vis-à-vis de la Chine, et c'est aussi une Europe extrêmement désunie, au point qu'on fait des traités de paix individuels. Hein. Justement, dans le corps expéditionnaire, je crois que c'est le général Waldersee qui en est le chef, l'allemand. Quel est son rôle, lui, par rapport aux autres contingents? Est-ce qu'il a un rôle de coordinateur, ou est-ce qu'il est un chef, ou est-ce qu'il laisse tout le monde... C'est ce que je vous disais en parlant de coalition molle. Guillaume II a voulu imposer un commandement allemand. Et
tout à fait logiquement, il a dit je vais mettre un maréchal, et Waldersee était quand même un des meilleurs maréchaux de son armée, parce que, étant donné qu'il est maréchal, les autres commandants qui ne sont que généraux vont se sentir obligés de lui obéir. Mais ça ne marche pas parce que dès le départ, tous les autres commandants de contingent disent attendez, nous on est représentants d'un État souverain, vous êtes un parmi d'autres, on s'en moque royalement. Et la coalition aboutit finalement à parfois des réunions au sommet, mais où chacun fait comme il l'entend en pratique. Il n'y a même pas le jeu de chaises musicales dans les responsabilités que l'on peut voir actuellement dans la CAFOR, dans la SFOR, etc. Parce qu'il n'y a pas de responsabilité commune. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir que un des personnages clés pour la France, ça ne sera pas forcément les généraux, Bayou et autres, ça sera Stéphane Pichon, qui est l'ami de toujours de Clémenceau, qui a abandonné la carrière politique pour rentrer dans la diplomatie, qui vient de déterminer quelques mois auparavant la frontière entre le Brésil et la France en Guyane, ce qui était quand même fabuleux, et qui a pris le poste à Pékin. Il va gagner la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, mais il est le responsable politique de la France, et les généraux sont finalement à ses ordres, et Pichon sera relevé ensuite quand l'affaire est finie pour faire sa carrière politique, puisqu'il sera l'inamovible ministre des Affaires étrangères de Clémenceau, aussi bien quand Clémenceau est au pouvoir de 1906 à 1909 qu'en 1917 jusqu'en 1920. Voilà. En amont de l'envoi des contingents en Chine, il n'y a pas eu une vision d'ensemble. Comment ça s'est passé l'envoi des contingents? Chacun a envoyé le sien, mais il n'y a pas eu en amont une entente internationale? Pas réellement. On ne s'est pas drapé dans les grands principes. On était là pour sauvegarder les intérêts commerciaux et financiers nationaux. Et ça a été une coalition de faits. Par exemple, on voit très nettement dans la revue des Deux Mondes, quand on lit tous les articles sur les chemins de fer, j'en ai tiré des cartes, on s'aperçoit de l'importance du chemin de fer, tant en termes stratégiques qu'en termes financiers. Et c'est un peu la même chose que l'on vit à ce moment-là avec l'Empire ottoman. On ne veut pas toucher à l'Empire ottoman, on ne veut pas toucher à l'Empire chinois parce que ce sont des pôles de stabilité, mais ça n'empêche pas d'essayer de les piller autant qu'on pourra. En fait, ce que vous disiez sur les Autrichiens, c'est vrai aussi pour les Italiens, parce que une des raisons pour lesquelles le contingent italien est intervenu, c'est parce que justement, il y avait les Français, et puis c'était un peu pour redorer leur blason après Adoua, et avec une politique très volontariste de Crispi, et on a parmi les combattants italiens le sergent Messé, qui sera le dernier maréchal d'Italie, et qui a rapporté de son campagne de Chine des images très colorées, et lui qui est un Bersaglieri plutôt métropolitain au départ, et on a gardé un très bon souvenir de ce qu'il dit dans ses mémoires. Mais apparemment, tous ceux qui ont fait cette campagne ont gardé l'image d'une aventure exotique, même s'il y a eu des morts, même s'il y a eu la maladie, même s'ils ont été hyper heureux quand ils ont remis le pied sur le pont du navire qui allait les ramener, parce qu'ils revenaient vivants et tout, mais ils en ont tous conservé des souvenirs fabuleux. En fait, il n'y a pas eu vraiment une bataille rangée, il n'y a pas eu vraiment de campagne. Non. Il y a quelques accrochages, quelques embuscades. On a des embuscades avec les boxers. On fait en gros, je dirais, des opérations de police. C'est tout. Et quand il s'agit de remettre le territoire à l'armée chinoise régulière, en fait, il y a des accords tels que
les boxeurs ne résistent pas vraiment, les Chinois non plus, etc. On fait quelques démonstrations de force et si on en vient à un moment à tirer un peu plus que ce que prévu, c'est qu'à un moment les Allemands ont avancé trop. Et en plus, il me semble que de mémoire que Valderzé arrive après la bataille. Oui. Valderzé est nommé tardivement. Oui, mais en réalité, là je parlais de 1901. Il y a eu de réelles batailles, en revanche, entre juin et mi-août 1900. Mais là, ce sont essentiellement les compagnies de débarquement de la marine qui supportent le poids des combats. Et puis les troupes d'urgence, oui, pas des concessions, pas forcément parce qu'ils sont vraiment en train de défendre les concessions, mais ça va être les contingents que l'on a pu espérer tirer d'Indochine française et de l'Inde qui arrivent, mais au départ ce sont les marins. Après, on est dans de la gestion territoriale. Ce qui frappe de loin quand il arrive, c'est le nombre de cadavres qu'il y a partout, dans les rivières, dans les canaux. Et c'est un gros problème d'hygiène globale. Loti, par exemple, s'embarque pour Pékin avec de l'eau minérale, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas, durant tout le voyage, boire de l'eau. C'est vraiment le gros problème. Et progressivement, on débarrasse les rues des cadavres, on remet de l'ordre, et on a des photos, parce que la France avait envoyé, à l'époque, c'était un détachement d'aérostiers. Et ils ont pu gonfler des ballons et prendre des photos vues d'en haut. Aériennes. Et oui, c'est parmi les premières photos aériennes que l'on a. Et on s'aperçoit effectivement de l'impact qu'ont certaines explosions sur la population, enfin sur le territoire, parce que restait-il la population à ce moment-là? Vous parlez de cadavres dans les rues, c'était des Chinois. Des Chinois. Et finalement, il y avait peu statistiquement de cadavres européens parce qu'il y avait peu d'Européens. Et parce que après, il y a tout un autre aspect. Deloin n'apprécie pas du tout les missionnaires parce qu'il estime qu'ils sont venus sauver les missionnaires et dès que la situation est redevenue normale, les missionnaires donnent la priorité aux Chinois, etc. Et j'ai retrouvé cet argument au sein même des chefs du corps expéditionnaire français où il y a les pro-église catholique et les anticléricaux. Mais on est en plein dans l'exportation en quelque sorte de ce qui se passe à la France, en France à l'époque. C'est 1900, 1901. Les contingents étaient venus sauver les concessions, pas les jésuites, pas les missions. Tout était lié. C'est des missions de quel pays? J'avais réussi à retrouver tout ceci. Je vais essayer de vous. Français, britannique, allemand, oui, mais vous avez toutes les confessions. Vous avez des catholiques, beaucoup de protestants. Oui, beaucoup de protestants. Moi, j'ai beaucoup pensé à deux ouvrages, enfin à un film et à un ouvrage. Quand j'ai rédigé ça, j'ai pensé à la canonnière du Yangtze. C'est un ouvrage des années 30, mais c'est écrit par à l'époque il est lieutenant de vaisseau. Et puis j'ai pensé aussi au film avec Steve McQueen. La canonnière du Yangtze. Oui, où il finit, où il meurt en essayant de protéger une mission protestante américaine. Vous voyez, c'est presque intemporel pour. Les Chinois, finalement, étaient arrivés à percevoir les émissions comme des intrusions étrangères. Oui. Pour beaucoup. Il y avait quelques milliers de convertis, mais la plupart des Chinois, et notamment les sectes nationalistes, parce que là aussi c'est lié, c'est à la fois société secrète, secte et parti nationaliste, disaient très nettement, attention, c'est une religion étrangère qui sape
totalement les bases philosophiques et idéologiques de notre civilisation traditionnelle, du confucianisme, etc. Oui, et d'autant que les missionnaires, se sentant quasiment en pays conquis, très souvent allaient au bout de ce que leur laissaient faire les différents traités. Et, par exemple, les commerçants au départ ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur de la Chine. Le commerce avec les Occidentaux se faisait dans certains ports, mais les missionnaires avaient obtenu la permission de remonter les fleuves pour installer les missions dans le cœur du territoire. Tout est lié. Pour un Chinois, le missionnaire ou le commerçant ne sont jamais que deux aspects d'une invasion étrangère. Voilà. Et en même temps, on s'aperçoit que ces Chinois sont demandeurs de la technologie européenne, mais que le système de corruption fait qu'on arrive mal à l'adapter. De la même façon, j'ai retrouvé les souvenirs d'un administrateur de canton, d'un administrateur français, qui explique très nettement que, par exemple, les armées chinoises sont des armées d'opérette, parce qu'il faut payer les soldats et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on faisait au XVIIIe siècle dans l'armée française avec la montre et des passes-volants, c'est-à-dire des gens qu'on paie, des figurants qu'on paie le jour de la montre, mais qui ne sont pas capables de tenir. Et le seul qui a une véritable armée, c'est le Premier ministre de Tsui, mais lui, parce c'est un mandarin, mais il est extrêmement intelligent. Il a réellement été comme gouverneur de province amené à mettre en place de véritables armées. Et on sent derrière cette notion d'armée. Alors l'armée chinoise, j'ai trouvé des photos, des gravures. Elle a encore les grands drapeaux, elle a les grands casques de la tanière. Mais le pire, c'est qu'ils sont tenus très souvent de porter la natte. C'est malsain parce qu'il pleut, alors ils ont souvent des parapluies et ils mettent le parapluie quand il pleut, si bien que les Japonais vont s'en servir comme de point de repère pour leur tirer dessus, et à côté de ça, on commence à voir apparaître de véritables armées chinoises, notamment dans les légations, où les convertis sont drillés à l'européenne. Et c'est Loti qui dit très nettement, en quittant ce pays, on a peut-être eu tort de semer autant de troubles et de germes de discorde, parce que lorsque tous ces paysans qui sont sobres, qui sont musclés, qui sont patriotes vont se scinder, on ne sera plus maître de la situation. Et c'est ce qui va se passer. Mais on sent déjà là la déliquescence, le délitement de l'appareil d'État et l'arrivée des futurs seigneurs de la guerre, qui sont en fait de véritables princes territoriaux, puisque l'impératrice règne nominalement, mais moi j'ai beaucoup pensé pour les années qui vont suivre à ce que pouvait être l'Europe occidentale entre le 9e et le 10e siècle, avec des puissances territoriales énormes, d'un prince qui est l'équivalent d'un roi. Le roi n'est jamais que l'un d'entre eux à qui on a donné un titre et une fonction arbitrale. Mais c'est tout. Les seigneurs de la guerre, on voit bien avec la proclamation de la République, et la tentative de restauration de l'Empire en 14-15. Oui. Les seigneurs de la guerre, ils sont en place, 1903, 5, ils commencent à s'installer. De fait, ils sont déjà en place à partir du moment où vous avez quelqu'un qui a suffisamment et il s'assoit sur une province. Oui, il a sa province, il la dirige, il la modernise, il en tire des revenus, et à partir de là, il est capable de créer une armée moderne et de s'imposer par rapport à ses voisins. Et la géographie
chinoise appelle à ceci, parce que ce qui compte en Chine, c'est essentiellement le delta, la zone des rizières, et puis derrière vous avez les collinatées, et puis derrière vous avez les zones incultes. Si on regarde bien, c'est un peu la structure de ces grands comtés tels que les décrit Roger Dion, où on a le centre qui est cultivé, qui est la base de la puissance, et où les guerres entre comtés et les arrangements aussi se font sur les marges. Voilà. C'est très curieux à une autre échelle de voir ceci. C'est marrant ce que vous dites, parce que j'ai souvenir que Michel Baudin avait par exemple expliqué que la conquête du Tonkin avait été en fait une conquête très difficile, mais militairement, avec, je ne sais pas si on peut la chronique de parler d'Indochine, en tout cas, très armée, avec des armes modernes, et que ça avait été une véritable... oui. Mais ça avait été des véritables affrontements militaires. Au Tonkin, on avait les pavillons noirs. Et les pavillons noirs étaient les survivants, les anciens d'une armée, d'un groupe nationaliste chinois des années 1860 qui s'était particulièrement bien entraîné, qui s'était repris. Et puis il y avait la piraterie qui donnait quand même de l'entraînement. Il y avait, alors non pas l'apport d'un homme en personne, mais son principal ministre et toute la chaîne mandarinale qui était entrée ouvertement en rébellion. Oui. C'est-à-dire que l'ensemble pratiquement de l'élite nationale, là aussi au nom de la défense, des traditions, etc., se lève contre les Français et élève ses paysans, etc. Donc c'est Annam et Tonkin, c'est de vraies opérations de guerre pendant de longues années. Il y a 20 ans de campagne presque. Parce que là, ce que vous donnez, est-ce qu'on a une idée des pertes respectives ? Oui, non, côté chinois, on n'a pas vraiment une idée des pertes. Pour le contingent français, alors les rations journalières, répartition des décès par corps, il faudrait que je vous retrouve déjà. Même à la louche, comme ça. À la louche, la France avait 228 officiers, 6347 hommes, et puis utilisé 505 coulis. Donc vous voyez, si on part sur 6500 personnes. En 1900, les Français ont perdu 300 hommes, et en 1901, 132. Mais attention, je me suis livré, ça c'est avec les statistiques du Val-de-Grâce, à des... quand même, tués à l'ennemi 53, décès consécutifs à des blessures 8, assassinats 4, accidents divers 18, des noyades 24, suicides 10, insolation 14, et puis tout le reste ce sont des maladies. Alors c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de maladies qui de nos jours ne toucheraient pas. Le typhus, la fièvre typhoïde, la péritonite, la pneumonie, la tuberculose, l'abcès du foie, l'appendicite, l'urémie, etc. Vous voyez, c'est en 1901, ça. C'est en 1901. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que derrière, on s'aperçoit que finalement, on a encore un certain nombre de pratiques médicales ou d'habitudes quotidiennes qui ne sont pas réellement... on n'a pas encore fait la bascule dans la modernité. Moi, je pense souvent à Eugène Weber lorsqu'il dit la fin des terroirs. Eh bien, dans la fin des terroirs, sa grande théorie, c'est que finalement la France rentre réellement dans le monde moderne entre 1870-75 et 1900. Eh bien là, on est avec des gens qui sont rentrés dans le monde moderne, mais qui ont encore des pathologies ou des façons d'être qui sont de l'ancienne époque. Mais justement, à cette époque-là, on ne connaissait pas les moyens de désinfecter l'eau, de la rendre potable. Si, mais on n'avait pas les pastilles d'Alazone que l'on a actuellement dans les rations. Non, mais à l'époque, ils utilisaient très souvent l'eau de Javel.
où ils utilisaient de quoi distiller les appareils à distiller. Mais l'eau de Javel n'était pas toujours présente. Alors ce qu'ils faisaient, le plus souvent, comme on faisait sous le Premier Empire, vous mélangez 4-5 gouttes d'alcool dans de l'eau et vous commencez par filtrer l'eau pour enlever tout ce qui est en suspension si possible, et après vous mettez un peu d'alcool. Ça ne tue pas tous les germes, mais ça permet quand même de nettoyer. Voilà. Et je pense qu'on utilisait beaucoup l'alcool dans le cas de diarrhée, parce que de nos jours on lèverait les bras au ciel, mais le fait de boire un verre d'alcool, on se vide ensuite. Mais on a pris un verre d'alcool dans les intestins, mine de rien, ça tue quand même un certain nombre de germes. Et Loti a quand même emmené son eau minérale. Oui, lui, mais parce que lui, c'est Loti. Lui, il est à l'époque capitaine de vaisseau, donc colonel. Il a les moyens. De loin à simplement avec lui son pactage. Et dans le pactage, il y a la tenue de combat, et sur lui, il y a de quoi se changer, il y a une tenue de travail, il y a une paire de chaussures supplémentaires, la trousse à couture, voilà. Donc, de loin, il va faire comme ses copains, il va se débrouiller avec les moyens du bord. Si on peut lui fournir de l'eau, ils y font très attention. Ils apprennent, je pense, très rapidement à boire du thé, parce que c'est de l'eau bouillie, etc. Mais c'est vrai que cette façon de concevoir, de voir les maladies, m'a montré que finalement on n'était pas si en avance qu'on ne pouvait le penser à ce moment-là. Il y a encore beaucoup de... Et on retrouvera ça en 14, mais en 14, c'est parce qu'on est face à des problèmes d'hygiène d'urgence, d'une médecine d'urgence. Et d'effectifs. Oui. Il n'y a pas de comparaison des effectifs non. dans la durée. Là, on a quoi 6500 hommes, c'est même pas une division à l'époque, c'est une demi-division, une grosse brigade. On l'a divisé en 2 brigades. Mais c'est vraiment comme si on avait donné à cette grosse brigade le high-tech de l'époque. Et ça, c'était le contingent français. Oui. Et tous les contingents je n'ai pas eu. Ça fait quand même faire ça fait un peu plus de 100 000 hommes. Un peu plus de 100 000 hommes. Qui envoie les plus gros contingents? Je vais vous trouver ça tout de suite. Je me demande si les plus gros contingents, ce n'est pas les Britanniques et les Allemands. Les Allemands, je crois. Alors, les Allemands, c'est 8 000 hommes. L'Angleterre, c'est 8 300. Viennent les Français en 3e. Mais les plus gros contingents, c'est le Japon, avec 20 800 à peu près, et ensuite la Russie avec 15 500. Mais eux ne sont pas forcément présents sur Pékin. Ils ont des troupes sur Pékin. L'important pour eux, c'est d'être vers le fleuve Amour, vers la Mandchourie. Déjà, le fait d'être en Chine, c'est aussi de se positionner par rapport à l'autre. Et les Anglais n'ont pas envoyé des troupes forcément britanniques. L'armée des Indes. De loin, on voit arriver les lanciers du Bengale. Mais qu'est-ce que c'est que ça Aucune idée. C'est pas les Britanniques qui ont construit le chemin de fer en Chine? Si, en fait, tout le monde cherche à construire le chemin de fer. On construit un peu. Les Britanniques, eux, ont fait sauter une partie des murailles de Pékin pour pouvoir relier l'intérieur de Pékin en mettant une gare provisoire avec le chemin de fer. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que comme c'est un chemin de fer stratégique, les contingents se relaient, se repassent le chemin de fer si nécessaire, parce que c'est vraiment le cordon ombilical commun. Et là, on retrouve progressivement la fin de certaines rivalités. Je ne savais pas qu'ils avaient fait sauter. Oui, mais vous savez, on a vraiment l'impression d'une forteresse médiévale, par les photos d'époque. Je dois avoir ça quelque part. Les murs de Pékin, 160. Tenez.
Voici ce que l'on voit. C'est vraiment des remparts. Alors, il y a quelques années, j'avais envisagé de faire un bouquin sur la campagne de Chine de 1900. J'avais commencé à collationner, à rassembler de la doc, etc. Et j'étais tombé sur deux rapports assez extraordinaires d'un des généraux français, je ne sais plus honnêtement, j'ai ça dans mon petit de photographie là, qui évoque les questions logistiques à son retour et qui traite à Paris de la question du transsibérien. En se demandant si la campagne avait duré, si ça n'aurait pas été plus facile d'avoir, puisque la Russie était alliée, d'avoir l'approvisionnement par voie ferroviaire à travers l'Europe et l'immensité russe, plutôt que par navire passant par Suez. Et il y avait une étude qui était bien pointue, tant de wagons, tant de tonnage, tant de trains par jour. Mais ils avaient résolu aussi autrement. Il y a eu le problème de la rupture du lac Baïkal, etc., au Transsibérien à l'époque. Ils achetaient beaucoup, toute la nourriture au quotidien venait du milieu local. À un moment, on voit que de loin est nommé caporal d'ordinaire, et tous les matins, il part avec sa charrette, et il va au marché, et il ramène la nourriture pour l'ensemble des troupes. La seule chose qu'il ne trouve pas sur place, c'est le vin. Le vin. Oui. Donc ça, ils peuvent en avoir par le biais de la flotte, etc. Mais sinon, tout le reste, quand ils se déplacent en patrouille, soit ils chassent, c'est arrivé parce que le gars est un chasseur, soit ils réquisitionnent des poulets, et comme il dit à un moment, on a pris les poulets, on leur a tordu le cou, on a pris les meubles, on en a fait un feu pour griller les poulets, et les propriétaires se sont estimés bien contents qu'on s'en tienne là. Parce que les soldats chinois de l'armée régulière sont de véritables pillards qui sont craints par toutes les populations. C'est aussi une autre donnée qu'il faut avoir en compte. Ils ont dû se passer de pain quand même. Ils ont dû se mettre au riz. Peut-être, encore que la Chine du Nord fonctionne avec des céréales comme du blé. Et je pense qu'ils se sont débrouillés pour en faire. Quand je vois comment ils se sont construits des casernes, ils ont récupéré de la paille, ils ont fait des paillasses, ils ont établi leur cantonnement, je suis à peu près sûr qu'ils se sont débrouillés pour se fabriquer une véritable vie. Moi, je pense souvent, quand tu es là, aux légions romaines qui s'implantent sur le limès de Germanie et qui, au départ, n'ont rien et qui finissent par créer leur propre mode de vie. Il y a de la bière, puisque les Allemands à Tsingtao ont une bière qui existe encore, que les Chinois ont fait perdurer. La bière de Tsingtao, qui est une bière allemande en fait. Oui, c'est des Allemands qui les ont installés à ce moment-là. Et d'ailleurs, la présence au début du XXe siècle. Massive allemande s'explique, parce qu'au départ, Tsingtao, c'est un territoire à bail. Oui, comme il y a 99 ans, qui viennent d'être acquis par l'Allemagne quelques années auparavant. Et l'ambition de l'Allemagne, c'est de construire un chemin de fer dans tout l'Interland en direction de Pékin, et en particulier pour relier au port de Tsingtao toutes les mines de charbon, tout le bassin mouillé qui est un petit peu plus à l'intérieur. C'est vrai qu'à un moment donné, l'Allemagne a eu des prétentions d'expansion coloniale. Ah oui. Là, c'est Guillaume II en fait. Et d'ailleurs, voici la carte qui résume toute la pénétration étrangère française. Tu parlais d'indemnités de guerre extrêmement élevées. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble bien que lorsque la Chine entre en guerre en 17, parce que la Chine est neutre jusqu'en 17, elle arrête de payer à l'Allemagne ses indemnités de guerre, et 55 millions de marques par an, quelque chose comme ça, c'est une somme assez considérable. Quelques
exercer encore en 14, en 15, en 16, qu'elle continue à ça va plus loin. Une partie des travailleurs chinois que l'on utilise en France pour l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, ce sont en fait des accords avec la Chine. On va payer les indemnités de guerre sous la forme de force de travail. Et quelque part, ces travailleurs chinois sont le résultat de l'accord de 1901. Et alors, tu évoquais l'habitude assez rapidement prise de boire du thé. Est-ce que le paysan de l'Aisne ou de Franche-Comté s'est mis à l'opium aussi? Alors, c'est une question que je me suis posée. Je ne pense pas. Il a ramené. Est-ce qu'il en parle? Est-ce que ses camarades Non, il n'en parle pas. De la même façon qu'il ne parle pas du fait qu'il devait aller régulièrement dans les bordels chinois. Mais il a ramené une pipe à opium dans sa famille, mais lui n'a jamais apparemment touché à l'opium. Son vice, qu'il avait contracté au service militaire, c'était la pipe et le tabac. C'est un fumeur invétéré. Donc, mais je ne sais pas si la façon de fumer traditionnellement l'opium est une façon civilisée, puisqu'on est allongé, puisqu'on fait griller la boulette d'opium, puisqu'on peut en venir à boire une tasse de lait de temps en temps pour accroître finalement le bien-être, le goût, etc. Oui, une petite tasse de lait des fois. Et c'est une façon trop civilisée. Regardez de nos jours, les vieux opiomanes qu'on voit dans les années 30, ce sont des anciens, mais ils n'ont strictement rien à voir avec les accros à l'héroïne que l'on a maintenant. Donc je pense qu'ils n'y ont pas vraiment touché. Ils ont dû goûter. Je ne suis pas certain qu'on soit dans le même cas que le contingent américain au Vietnam, où on a une ingestion de drogue beaucoup plus importante. Non, mais là c'était parce que c'était des produits locaux. Oui, je pense qu'ils ont dû goûter aux produits des terroirs. De loin, ce qui est évident, c'est que quand il sort, il s'arrête et il boit du thé dans une petite échoppe et il trouve que c'est bon. C'est quoi l'équivalent du saké japonais en Chine? Je pense qu'il y a un alcool de riz aussi. Je pense, oui, mais je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire. Il doit y en avoir, c'est sûr. Un alcool de riz, c'est sûr. Oui. Mais là, il parle à plusieurs reprises, il dit qu'il rentre bien gai, qu'il rentre complètement bourré. Ah oui, oui, mais la bière allemande, peut-être. C'est quand il fait la fête, mais on s'aperçoit qu'ils ne font pas tellement la fête. Leur quotidien, c'est la garde, les patrouilles, probablement les contrôles, la présence. C'est un peu à la limite comme l'armée américaine à la fin des guerres indiennes, où on est présent. Il en est à un moment à se retrouver à commander l'exercice, lui présenter armes et autres, parce que il faut bien occuper les gens dans la journée et ils ne doivent pas pouvoir sortir, ou on ne doit pas leur demander de sortir à ce moment-là. Il y a une période que je ne maîtrise pas du tout. Vous avez parlé du Mahdi tout à l'heure. Eh bien, c'est la révolte soudanaise. Ça commence par, sous une base religieuse, on va jeter les Anglais et les alliés des Anglais hors de Khartoum. C'est l'affaire de Gordon Pacha, et puis quelques années après, en 1898, il y a le retour britannique qui écrase les troupes mahdistes, parce que le Soudan, c'est aussi la clé du canal de Suez. On ne peut pas se permettre... Non, le Mahdi, pour moi, j'ai fait le parallèle, parce que quand on écrase endurement, on utilise les premières mitrailleuses, on a l'appui-feu des canonnières, ça se passe comme ça. Vous avez les troupes anglaises qui sont retranchées sur une rive,
qui sont le dos en quelque sorte au fleuve, qui ont derrière elles leurs canonnières, les troupes adverses qui attaquent en arc de cercle et qui se font décimer par le feu des mitrailleuses et décimer par l'appui feu des navires. Et derrière, j'ai toujours pensé que le fait de maintenir une énorme flotte de guerre dans le golfe du Petchili vers Pékin, enfin dans le golfe de Pékin, c'était une façon à la fois d'assurer un appui-feu, parce qu'on avait quand même des cuirassés dont les pièces peuvent porter à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, et si jamais il y avait eu besoin de rembarquer les troupes, on pouvait comme ça leur apporter un appui-feu qui leur permette de rembarquer sans dégâts. Est-ce que les Chinois possédaient des canons? Oui. Ils avaient ça a été même un problème lorsqu'ils ont les Occidentaux ont voulu débarquer sur les forts. Ils craignaient beaucoup les canons Krupp, mais que l'Allemagne avait livré. Oui, parce que on vendait. Mais quelques années auparavant, mais finalement les canons n'ont pas été utilisés et les Chinois n'ont pas réellement défendu la zone littorale. Donc il n'y a pas eu de problème, et de loin on parle, et c'est d'ailleurs très curieux parce que son débarquement est tiré, c'est pratiquement le recopiage textuel des premières pages du débarquement de Pierre Loti. C'est le seul endroit dans le carnet où il n'a pas dû prendre de notes à ce moment-là, et il s'est intéressé ensuite à ce qui avait été écrit à la Chine. Et quand il a mis ses souvenirs en forme, il a recopié Loti. Voilà, c'est le seul endroit. Et en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas il ne faut pas imaginer un débarquement dans le style du 6 juin 40, du 6 juin 44, pardon. Ils sont sur les navires de transport. On a une canonnière à vapeur et à roue à aube. Je l'ai vu, il y a la même qui se trouve au service historique de la marine à Vincennes. Et quand un jour que j'y montais, j'ai vu ce tableau, c'est un tableau de 1900, et on s'aperçoit que c'est une canonnière qui est déjà totalement dépassée, qui a une trentaine d'années, et ils sont débarqués comme ça. Ils atterrissent au sens premier des termes sur le rivage avec leur pactage, et puis ils se forment en colonne et ils vont dans les forts, et puis on va les répartir ensuite dans les garnisons de l'intérieur. Parce que finalement tout ça date en quelque sorte de la crise de l'été 1900 où les boxeurs vont attaquer les concessions et où les compagnies de marins vont débarquer et tout de suite essayer d'arriver au plus près de Pékin. Du coup, les Occidentaux, grâce à l'appui-feu des navires, possèdent la supériorité sur le littoral. Jusqu'à une période récente, il y a très très peu, dans toutes ces campagnes-là, de débarquement de vive force. Sous le Premier Empire, je n'en ai recensé qu'un seul. C'est Capri. Et Capri, c'est un véritable raid commando, parce qu'on met d'abord les quelques barques sur une falaise qui n'est théoriquement pas gardée, et on escalade la falaise avec des échelles si nécessaire, et ça manque tourner au désastre, bien que la résistance soit molle. Voilà, c'est le seul cas. Le seul autre cas de débarquement en force, c'est l'Égypte, mais pour moi, c'est pas un débarquement, c'est un transbordement. Parce que il n'y a pas d'autre mot. Et même en transbordant des troupes, on en perd une petite partie, parce qu'il y a des chaloupes qui se renversent, etc. Donc là, effectivement, ça n'a pas été un débarquement, c'est plutôt un transbordement. Un accostage. Oui, on n'a pas les moyens techniques d'ailleurs les seuls qui soient spécialisés dans ce genre d'opération de débarquement, ce sont finalement les compagnies de débarquement issues des équipages de la flotte, qui sont organisées sur chaque navire,
si besoin est, et c'est pour un débarquement ponctuel. Oui. Hein, c'est l'effectif minime. Ah oui. Par contre, tu vois, je repensais à la question du père. Non, mais je me souviens qu'au moment du débarquement de Sidi Ferruch, 1830, dans la nuit, donc les troupes sont mises à terre. Voilà. Les troupes sont mises à terre dans la journée. Et là, dans la nuit, le service, vous voyez, qui suit, le service de l'intendance déploie, alors je ne sais plus si c'est 3 ou 5, je crois que c'est 5, boulangers de campagne. Et le premier matin, quand les soldats se lèvent avant d'entamer la marche vers Alger, ils ont du pain frais. Mais là, j'ai retrouvé. Et en Algérie, c'est pas vraiment le même cas de figure qu'en Asie. Non, puisque déjà du temps des Romains, mais tout avait été amené par les navires. De Rome. Mais tout avait été amené par les navires. Ouais. Et dans la nuit, on fait le pain sur place. Mais j'ai retrouvé la composition de la ration telle qu'elle a été définie pour le soldat européen, parce qu'il y avait une ration différente pour le militaire indigène. Eh bien, il a 750 grammes de pain ordinaire ou 600 grammes de pain ou de biscuits. Et il a du café vert, du café torréfié, du riz, 40 grammes, pas plus. Ce qui est très très curieux, c'est que, et du tabac aussi, 15 grammes pour les hommes de troupe, 20 grammes pour l'officier, et du vin, un demi-litre. Ce qui est très curieux finalement, c'est qu'on est dans des rations qui sont quasiment celles du Premier Empire. Pour moi, la ration française ne va vraiment être modifiée qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, quand on va commencer à introduire la ration américaine. Avant, on continue. Par exemple, on s'est toujours posé la question pourquoi y avait-il de l'agnole à 0,0625, etc. En réalité, ça correspondait à la ration d'un 16e de litre que l'on distribuait dans l'armée impériale. Parce que, tout bêtement, une escouade d'infanterie, c'était entre 15 et 16 hommes. Donc on avait fait simple, c'était 1 litre par escouade. Voilà. On avait déjà pensé au conditionnement. Mais pour 40 grammes de riz, ça fait pas le Non, non, ça fait... Pour la journée ? Pour la journée, mais c'est la ration journalière. Mais ça peut être... attention, ça ne veut pas dire que ces rations sont toutes... ou il a 40 grammes de riz, ou il a 30 grammes de haricots, ou 30 grammes de julienne, etc. C'est variable selon les journées. J'avais retrouvé un texte, enfin c'est même un petit livret, qui parlait de l'alimentation de l'homme, du soldat en campagne, et ça date de 1906. C'est quand même assez fabuleux. Avec les moyens du bord, on s'aperçoit qu'il y a une variété dans l'agencement des menus, de façon à éviter les déséquilibres alimentaires. Et le riz était très souvent, là je reprends encore l'Empire, mais parce qu'on est presque dans la même civilisation, était distribué souvent quand les troupes commençaient à avoir la diarrhée. Parce que c'était une façon comme une autre de lutter contre une diarrhée. Voilà. Et par exemple, le militaire indigène, lui, doit avoir... Il a du riz, du sel, du thé, de la viande fraîche, de la viande de conserve, du poisson salé, du gnoc-mam. Alors, militaire indigène, pourquoi ? Parce que c'est les soldats indochinois. Ceux qui viennent... voilà, et la ration du coulis ne comporte que du riz, du sel et du thé. Parce que le coulis est un employé civil qui est payé et qui doit, dans son contrat, avoir telle fourniture de repas, mais pas tout. Et puis on a utilisé pour la logistique un peu tout. Je vous ai parlé des sampans, enfin des pirogues, lui il emploie le terme de jonque. Oui, mais quand on regarde le fond
de photographie de l'ECPAD, on s'aperçoit qu'il y a des convois de chameaux à poils longs. Ah oui, les chameaux, Oui, qu'on utilise des convois de mulets. Ça a été un gros problème. Il a fallu... on était parti sur des arabas, des véhicules qui étaient utilisés en Afrique du Nord, parce que c'était les plus légers par rapport aux conditions. On va utiliser des véhicules chinois, mais les véhicules chinois ont un gros problème, ils ont des roues très lourdes. Mais ils vont faire ce que font toutes les troupes en occupation. On va se débrouiller avec les moyens du bord à un moment, parce qu'on ne peut pas faire tout venir. On aura adaptation des uniformes parce que il fait froid. Est-ce qu'il y avait des interprètes qui savaient la langue locale? Je pense qu'il a dû y avoir des interprètes, et à mon avis, on a dû les recruter parmi les Chinois convertis. Mais ces interprètes, comme les interprètes actuellement, ne se trouvent qu'au niveau généralement des états-majors ou des commandants de grosses unités, style les bataillons et encore. L'homme de troupe, comme de loin, il s'est formé un petit vocabulaire de base de 10 ou 15 mots, et puis il se débrouille avec, et puis il fait des gestes, et encore de loin a un avantage sur ses camarades. Le fait d'être caporal d'ordinaire, il va au contact, et il apprécie des choses. Il dit, ils sont intelligents ces Chinois, parce que quand il regarde les pièces qui sont percées d'un trou et qu'on peut enfiler en collier, il dit, c'est pratique. Il n'y avait pas de calculettes, il y avait des bouliers aussi. Oui, mais là, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Je pense que lui avait tout simplement, faisait comme ses camarades, il avait subi les classes de calcul mental, et pour le peu qu'il faisait, il était capable, en calcul mental, de voir à peu près ce que la monnaie... Voilà. Niveau certificat d'études. Voilà. Parce qu'il est typique... de cette génération de la Troisième République, lorsqu'il dit j'ai vu des Allemands, mais moi j'attends qu'un moment, c'est qu'on rentre dedans pour aller récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ça relativise aussi le fait qu'on dit maintenant peut-être qu'on ne voulait pas autant la récupérer. Quand je dis ça, je me pose des questions. Oui, mais tu es pratiquement 15 ans avant la guerre entière. Aussi. Lui, ça veut dire qu'il est passé à l'école primaire entre 1890 et 1895. Un grand boom de boulanger, des roulettes. Voilà. Je pense que le père de Lucien Baudard, c'était pas son époque, il est venu après. Il était premier consul, le père de Lucien Baudard. C'est plutôt l'époque de la canonnière du Yangtze pour moi. Ouais. C'est les années 30. Mais ça m'a toujours fait rire, j'y pensais. Quand vous prenez Vipère au point, le père du héros, il a bien une petite fonction diplomatique dans une concession. Il ne revient finalement que bien des années après. Voilà. Un autre monde. Totalement.